Vous êtes président du conseil régional du Grand Est depuis 2017. Vous avez été maire de Mulhouse pendant 7 ans auparavant. Vous êtes membre du parti Les Républicains et vous êtes également médecin urgentiste. Alors, c'est à ce double titre de politique et de médecin que nous vous sollicitons aujourd'hui pour répondre à nos questions. Et pour cela, eh bien, je passe immédiatement la parole à ma collègue Maïna Marjani, journaliste et responsable éditorial du magazine Émile. Maïna. Bonjour, Jean Rotner. Alors, première question, la région Grand Est a été l'une des plus touchées par l'épidémie de coronavirus qui a sévi. Il reste aussi aujourd'hui encore un foyer de propagation important du virus. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que vous pourriez juste résumer les différents éléments qui ont mené à cette situation? Écoutez, à force de fixer trop l'Italie, on a oublié de fixer la France et certains foyers épidémiques qui étaient susceptibles de se développer. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé à l'image de l'Italie, à l'image de la Corée. Nous avons eu un rassemblement évangélique qui a réuni plus de 2000 personnes pendant une petite semaine à Mulhouse, pendant fin mars. Fin février, avec début d'épidémie et une première admission en réanimation le 2 mars. Et après une montée en puissance extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'un foyer très concentré, un foyer viral très concentré, qui fait que, je prends souvent cette image, nous sommes pris un rouleau compresseur viral en pleine figure et que toute la France pensait que nous allions pouvoir conjuguer cette épidémie avec une virose qui se propagerait probablement depuis l'Italie. Eh bien non, nous avons un foyer viral extrêmement important chez nous en France. Et à partir de là, d'ailleurs, je viens de voir sur Internet une carte dynamique qui montre bien l'influence de ce rassemblement et sa diffusion à travers l'épidémie française. Eh bien, nous avons dû faire face à une épidémie qui a flambé en quelques jours. Et ça veut dire qu'avant les autres, nous avons été en plan blanc hospitalier. Avant les autres, nous avons connu cette épidémie. Il a fallu faire face, il a fallu inventer, il a fallu innover, il a fallu être beaucoup plus agile. Il a fallu transformer finalement un établissement hospitalier qui emploie 6000 personnes dans un établissement pratiquement spécialisé dans la prise en charge des malades Covid. Il a fallu faire face à ce qu'on a constaté après dans les forts foyers d'épidémie, c'est-à-dire une surchauffe, une tension et une incapacité de prendre en charge à nous seuls les patients qui se présentaient et qui nécessitaient des soins de réanimation. Donc tout cela a nécessité une organisation, le soutien de l'État, il faut le dire, avec les moyens militaires qui sont venus nous supporter, une très belle collaboration, d'abord intra-régionale des autres centres hospitaliers avec des transferts héliportés qui se sont faits. C'était assez impressionnant parce qu'à longueur de journée et de nuit, on entendait dans le ciel des hélicoptères passer. Ensuite, une solidarité nationale des autres régions qui ont accepté des patients. Et enfin, une solidarité internationale qui s'est manifestée par les transferts possibles en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche. Vous parliez d'innovation et vous avez dû prendre les devants. La région a lancé notamment l'opération Masque fin mars, prévoyant une grande mobilisation pour pouvoir fournir la région. Est-ce que finalement le besoin de lancer de telles opérations montre que l'État a échoué dans sa gestion du stock de protection sanitaire? Je ne vais pas dire, et ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier, que nous avions de l'avance. On a toujours eu du retard sur l'épidémie. On a toujours eu du retard dans notre organisation, dans notre conception même de l'approche de cette crise. J'ai, à un moment donné, dans les colonnes du Figaro, pris la décision de dire qu'effectivement, ce que nous vivions était terrible, c'était des mots forts, alors que nous étions à une semaine du premier tour des élections municipales, ou c'était même au moment des élections municipales, et que la France ne s'en rendait pas compte. Vous savez, c'était ces fameuses images qu'on voyait un peu partout. Oui, il y a quelque chose qui se passe dans l'Est de la France, c'est un peu une épidémie, il faut faire attention, et puis on va se balader. Et puis on préconisait déjà de rester chez soi, mais on était un peu dans un entre-deux. Et donc,
Oui, j'ai l'homme politique que je suis, avec le devoir à la fois de protection de mes concitoyens, ce devoir d'alerte qui peut être le nôtre quand on a une voix qui porte, a été de dire attention, nous voyons quelque chose qui se passe chez nous qui risque d'atteindre toute la France si on ne prend pas suffisamment les bonnes dispositions. J'en ai alerté le chef de l'État, j'ai échangé avec lui, j'étais à ce moment-là en lien avec les autorités sanitaires. Ma double casquette à la fois de médecin et de président de région me faisait comprendre aussi naturellement l'intensité de cette crise à l'échelle régionale et le fait qu'elle ne se propage pas plus loin, qu'elle protège aussi le reste de notre pays. Et j'ai constaté très vite, là aussi, de par ce que je voyais, ce qu'on me disait, des témoignages qui m'étaient apportés, que nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts. Nous avions un retard chronique dans la prise en charge libérale, tout simplement parce que, par exemple, les médecins libéraux hésitaient à aller voir leurs patients. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de protection. Et on commençait de mieux en mieux à connaître quand même la virulence de ce virus. Donc, ben voilà, je ne sais plus par... si, je crois que en parlant justement dans le Figaro, il y a un chef d'entreprise qui m'a envoyé un SMS en me disant écoute, s'il faut des masques, j'en ai. Et de là, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et on en a récolté 1,4 million en 24-48 heures qu'on a donné aux médecins libéraux, aux infirmières libérales, à SOS Médecins qui partaient au front, qui devaient faire les premiers diagnostics avant d'adresser les patients aux urgences, puisque c'était la doctrine à ce moment-là. Eh bien, on a commencé à les protéger dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, au Moselle, dans le Vosges, les 4 départements les plus atteints. Et puis de là est sortie une modification dans les suites d'un travail du Sénat et de Bruno Retailleau qui permettait aux collectivités, comme aux entreprises d'ailleurs, de passer des commandes sans que ces commandes soient réquisitionnées par l'État. C'est ce que nous avons fait le plus rapidement possible. Je crois qu'une décision du Sénat le vendredi dans la nuit, le samedi matin, j'ai pris la décision, j'ai annoncé officiellement, je commandais 5 millions de masques. Et nous avons commandé 5 millions de masques que nous avons distribués. Au total, on en a même eu plus que ça, on a commandé près de 7 millions et qui ont été répartis vers les médecins libéraux et le personnel des EHPAD, des établissements médico-sociaux. Une deuxième arrivée aussi qui a permis justement de constituer ce stock livré par l'ARS. Et nous en avons gardé aujourd'hui pour préparer et accompagner les entreprises à retourner au travail sans qu'ils soient minés au moins dans leur première semaine d'activité par cette recherche chronique de masques. Et là, on n'est qu'au masque. On n'a pas parlé des surblouses, on n'a pas parlé des surbottes, on n'a pas parlé des calots de protection, on n'a pas parlé du défaut de médicaments, on n'a pas parlé du défaut de respirateurs. On a toujours couru après. Et dans notre organisation actuelle par rapport à la sortie de ce confinement rigoureux, à partir depuis que cette date du 11 mai est fixée, et nous avons décidé d'anticiper et d'essayer d'être en avance de phase par rapport à l'épidémie, aux décisions qui devront être prises. Donc là, vous avez lancé des commandes aussi pour tout le reste du matériel afin d'être prêt pour le 11 mai, c'est ça? Alors, on est surtout aujourd'hui par rapport, on essaie d'anticiper les décisions qui vont être prises par le gouvernement en matière de déconfinement. On a compris depuis ce dimanche et les annonces du Premier ministre quelle allait être la philosophie des choses. C'était déjà bien ancré dans le discours présidentiel. Le Premier ministre a refait de la pédagogie ce dimanche. C'est vrai qu'il faut protéger. Pour protéger, c'est des mesures d'hygiène, le lavage des mains, de distanciation sociale et le port du masque, probablement quand il y a une trop grande proximité, à la fois sur les lieux du travail et dans les transports en commun. Sera-t-il obligatoire? Je ne le pense pas, même si moi je milite pour le port maximal et si possible imposé du masque. À côté de cela, c'est les tests. Quand vous présenterez, parce que le confinement, ce n'est pas la fin de l'épidémie. La fin de l'épidémie, on ne sait pas quand elle va se produire. Et donc, d'ici là, eh bien, dès que nous présenterons les uns et les autres des signes, il faut tester avec un test PCR qui permet
la détection, oui, vous êtes porteur ou non de la maladie et malade à ce moment précis. Et si vous êtes malade avec un test positif, eh bien, il faut vous isoler. Vous êtes isolé soit dans votre famille, mais ça veut dire que toute votre famille doit être isolée, parce que quand on a un petit cluster familial, il y a de fortes chances pour que tout le monde soit atteint d'une manière ou d'une autre. Soit on vous isole dans un hôtel, et c'est encore toute la chaîne, là aussi, de responsabilité qui doit être mise en place. Et ce n'est pas fini pour moi. Il y a encore 3 aspects qui sont importants. C'est aussi de sécuriser. Quand vous devez reprendre le travail, quand vous devez redonner confiance à toute une société, les tests sérologiques seront un atout supplémentaire. Ils doivent être encore validés par l'État. Là, j'ai pris les devants en créant une société d'économie mixte avec la Banque des Territoires et le Crédit Mutuel qui permet de commander jusqu'à 3 millions de tests si cela s'avère nécessaire. Donc, de ne pas rentrer dans ce que nous avons connu vis-à-vis des masques, mais de ne pas être dans une guerre des tests, mais d'anticiper parce que la région la plus atteinte, parce que la prévalence de la maladie est là, elle serait différente du niveau national. Donc, de dire, ce test sérologique, ce sera comme un tiers de confiance aussi dans les entreprises, pour les salariés, pour savoir s'ils ont été malades, s'ils ont une forme d'immunité ou s'ils n'en ont pas. Et ça permettra aux chefs d'entreprise, à la médecine du travail, de mieux organiser cette reprise, de la faciliter, de l'accélérer. Ça, c'est extrêmement important. Et enfin, 2 derniers éléments, c'est le tracing, qui est en train d'être discuté avec un vote, je crois, à l'Assemblée qui devrait arriver aux alentours du 28 avril. Le tracing, il me semble important là aussi. C'est une forme, pour moi, vous savez, entre la liberté du confinement, qui finalement ne nous apporte pas beaucoup de liberté, et la liberté de circuler avec une capacité d'anonymisation de nos données, je préfère la deuxième solution, qui est une solution responsable, qui est une solution citoyenne, qui est une solution de transition numérique aujourd'hui, qui est une solution de data qui nous fera aussi largement progresser dans le combat qui est un combat mondial aujourd'hui, qui est celui du numérique. Et petite question, pardon, sur ce sujet, parce qu'on avait justement une question pour vous là-dessus. Est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement sur ces questions-là pour avoir votre avis? Non, mais ce n'est pas parce qu'on ne me consulte pas que je ne suis pas en capacité de dire ce que je pense et d'être candidat à ce tracing. Je suis d'autant plus candidat au niveau de la région que l'Allemagne réfléchit sur le même système et que eh bien, nos régions étant frontalières avec les 3 Länder, ce serait une belle revanche aussi après le soutien de l'Allemagne sur nos patients en réanimation, d'avoir dans la suite et dans la synchronisation de nos politiques de reprise d'activité quelque chose de fort et de commun. Et ce tracing, il illustre très bien. Aujourd'hui, il est testé par l'armée allemande. Et je pense que ce serait un beau projet franco-allemand qui pourrait prendre date là aussi dans un espace de coopération européen très particulier. Et la crise a renforcé notre coopération, notre amitié, notre capacité de nous aider les uns les autres, de discuter aussi par rapport à des situations parfois compliquées. Quand l'Allemagne ferme de manière unilatérale ses frontières, il faut l'expliquer aux frontaliers. Quand les frontaliers se font cracher dessus ou caillasser leur bagnole parce qu'ils sont frontaliers et français, c'est pas simple. Et donc, il y a beaucoup de pédagogie politique à avoir et de calme, de sérénité à rapporter, mais un discours politique qui doit être fort. Oui, il y a une crise sanitaire. Oui, il faut qu'on prenne des précautions. Oui, on peut admettre la fermeture temporaire des frontières. Mais non, on ne peut pas tolérer ces comportements populistes de rejet des uns et des autres sous couvert d'une épidémie, quelle qu'elle soit. Je pense que ça, c'est aussi des messages à faire passer. L'Europe, elle se construit dans ces moments de crise. Et les acteurs politiques locaux ou nationaux que nous sommes, parce que nous avons beaucoup travaillé là avec le gouvernement, avec Amélie de Montchalin, avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans la collaboration avec les ministères fédéraux qui sont leur équivalent, mais aussi de gouvernements régionaux à gouvernements régionaux. Et je pense que là, il y a quelque chose de fort qui en sort. Et donc, le tracing franco-allemand, ce serait finalement le début, là aussi, d'une coopération et d'une réponse à cette relocalisation dont tout le monde parle, en se disant, bien, la relocalisation numérique, elle commence par là, elle commence dès aujourd'hui. On ne va pas attendre, même si c'est une solution qui se ferait en collaboration avec Google et Apple,
n'attendons pas, n'hésitons pas. Le combat et la manière dont il faudra qu'on se relève le plus rapidement possible, elle débute dès aujourd'hui. Et le tracing, c'est aussi nous positionner sur des solutions auxquelles les Français ne sont peut-être pas habitués, mais dans le contexte que nous connaissons, moi, en tout cas, je suis pour. C'est vraiment, voilà, c'est tout ce contexte-là. Et je rajoutais, mais je vous en ai un peu parlé, quand même, la synchronisation européenne qui pour nous est importante, compte tenu des relations transfrontalières qui existent. Là aussi, on ne peut pas faire de part et d'autre de la frontière euh, euh, des choses qui viennent se heurter ou des systèmes de déconfinement qui ne seraient pas relativement cohérents. C'est pour ça que dans la semaine qui s'ouvre là, il y a beaucoup de contacts et de réunions qui s'opèrent entre nos différents pays pour essayer de synchroniser entre le 4 et le 11 mai, grosso modo, la réouverture des activités dans nos différents pays. J'ai une autre question, c'était de savoir si votre gestion de crise avait été influencée par le fait que vous étiez aussi médecin urgentiste. Je pense que oui, vous compreniez mieux peut-être les enjeux, mais... Probablement, parce que j'ai une sensibilité médicale et que, voilà, oui, il y a forcément une appétence à se saisir de ce genre de sujet, mais je pense que n'importe quel président, regardez, Valérie Pécresse n'est pas médecin et elle est pleinement dans la crise également. Laurent Wauquiez le fait à sa manière. Moi, j'ai eu la malchance d'être peut-être le premier touché aussi fortement. On en a beaucoup parlé entre présidents de région. Je les ai beaucoup alertés aussi en disant attention, prenez les dispositions. Il va y avoir à la fois une crise sanitaire derrière, on a une crise économique. Il faut qu'on arrive à l'anticiper intelligemment ensemble et que nous arrivions à vraiment travailler sur ces sujets-là. On échange du coup toutes les semaines sur ce sujet, on avance ensemble, on essaie de trouver des solutions, de ne pas être en compétition avec l'État. Moi, je n'y crois absolument pas. Ce n'est pas l'occasion, je pense, de dire ok, on va encore demander plus de décentralisation. Gérons déjà la crise et les sujets entre Girondins et Jacobins, ce sera pour un autre moment. Mais on voit qu'il y a une forme de complémentarité, mais il y a une peur quand même des structures de l'État, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas forcément des ministres, mais il y a une forme de sensibilité de l'État central par rapport aux collectivités qui existent. Et je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, mais bien au contraire, c'est faciliter un travail en commun et gagner en efficacité. On l'a vu, on connaît le territoire, on est en capacité de l'organiser, d'avoir des contacts, des réseaux que même une ARS n'a pas et parfois nous demande pour venir les renforcer. Voilà, on connaît à la fois le réseau des entreprises, on connaît le réseau des élus locaux, et si on ne le connaît pas directement, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et on trouve une solution. Mais cette complémentarité État-collectivité locale, plus que jamais, quand elle a fonctionné et qu'elle a bien été comprise par Paris, elle a été efficace. Quand il y a des choses que nous ne comprenons pas et que nous osons dire, il ne faut pas que ce soit considéré comme une remise en cause, mais à un moment donné, comme soit un manque de transparence, soit un manque d'efficacité. Et l'État central, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, les collectivités, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais je pense que quand elles arrivent à travailler ensemble, quand nous arrivons à travailler ensemble les uns les autres, il y a de vrais résultats qui peuvent en sortir. Et vous avez mentionné les ARS. Dans la presse, vous avez plutôt été assez... Enfin, vous sembliez assez remonté justement contre la gestion des ARS qui agissaient plutôt comme des agences de gestion budgétaire selon vous. Est-ce que vous avez l'impression que cette crise va forcément amener à une refonte totale de ces agences et est-ce que vous pensez aussi que le gouvernement a eu raison de limoger le directeur de l'ARS du Grand Est? Je n'ai pas compris votre dernière question. Vous savez, le directeur de l'ARS du Grand Est a été limogé puisqu'il avait déclaré vouloir poursuivre le plan de restructuration du CHRU de Nancy. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision de la part du gouvernement justement de limoger et sinon plus généralement sur la restructuration Sur votre deuxième question, je n'ai pas l'habitude de tirer sur l'ambulance, donc je ne tirerai pas sur l'ambulance. Mais vous trouverez des éléments de réponse dans le premier point que vous soulevez.
oui, je suis critique vis-à-vis des ARS parce que, mais pas dans la fonction de gestion, même si aujourd'hui ils répondent à une commande de différents gouvernements, de différentes sensibilités avec des histoires politiques qui ne sont pas identiques, mais dont l'objectif était de dire il faut diminuer nos frais de santé, les déficits hospitaliers, il faut comprimer ces dépenses-là. C'était l'objectif des ARS, ça a été leur mission. Au début, c'est 2008, hein, la naissance des ARS, c'est Roselyne Bachelot qui monte ça, pour fusionner en région 7 services différents qui bossaient les uns les autres pour les unifier. L'idée de départ est plutôt pas mal, sauf que à côté de ça, au moment de cette création, alors que les préfets avaient une forme d'autorité sur ce sujet-là, on a créé eh bien, un préfet sanitaire. Et quand vous avez des préfets qui vous disent « Ah oui, mais attention, ce sujet-là, c'est pas moi, c'est l'ARS », eh bien, on a complexifié le système et on a vraiment un préfet sanitaire, je prononce ce terme-là, et un préfet, par exemple, un préfet de région qui est responsable de la zone de défense, qui a des moyens logistiques, qui est en capacité de mobiliser l'armée. Et donc, en cas de crise, nous sommes en crise, une crise sanitaire, on a d'une part la gestion purement sanitaire, hospitalière et libérale, à côté une gestion civile, à côté des élus locaux et au-dessus le gouvernement. Et avec des remontées et des validations, bon, et c'est pas très, on n'est pas très à l'aise dans ce système-là. D'autant plus que finalement, depuis 2003 et la canicule, on n'a pas connu une crise sanitaire majeure. C'est la première grosse crise que nous connaissons. Et donc, les collaborateurs du directeur général de l'ARS, c'est avant tout des gens qui sont dans les objectifs, dont la profession, dont le savoir-faire, sont orientés vers effectivement ces objectifs budgétaires de gestion quotidienne du système de santé en France. Et là, vous avez une crise sanitaire. Est-ce qu'on a des épidémiologistes de crise? Est-ce qu'on a des logisticiens de crise? Est-ce que... non. Non. Et donc, c'est des gens qui, du jour au lendemain, doivent gérer quelque chose dont ils ne dominent pas forcément le sujet. Et on leur demande, là aussi, de réussir, alors que ce n'est pas leur métier de base. Donc, s'il y a un système, et si ces crises ne viennent pas se répéter, il faut, je crois, dans notre pays, une organisation sanitaire de crise qui soit en capacité de se mobiliser beaucoup plus rapidement et d'être en capacité de répondre. On a pris 15 jours de retard, le temps qu'on comprenne, on s'organise, voilà. Non, pour avoir géré des crises à mon niveau à l'époque, quand il y a une crise, c'est quasi instantané, il y a un plan blanc, on déroule, on ne se pose pas de questions, et on y va. Là, la question, ça a été de dire, où sont les masques? Ah bah oui, comment est-ce qu'on dénombre les morts dans les EHPAD? Vous avez vu le délai pour dénombrer les décès dans les EHPAD? Vous avez vu le délai, le temps qu'on s'occupe des EHPAD? Parce que c'était sorti du spectre et que tout le monde était concentré à un moment donné sur cette arrivée incessante au niveau des urgences. Donc, voilà, c'est là où, si vous voulez, mon job et ma vision à la fois de médecin et de président de région me fait dire que l'ARS, ou alors on dit clairement c'est une structure de gestion, et la gestion de crise, elle est gérée par quelqu'un d'autre, et l'ARS vient en renfort à un moment donné de cette gestion de crise, mais elle ne peut pas faire les deux, à mon avis. Vous avez déclaré dans un de vos entretiens que nous allions maintenant entrer dans une nouvelle ère qui va nous contraindre à changer durablement nos comportements. Selon vous, quel impact aura cette crise justement sur nos comportements individuels et collectifs une fois que le déconfinement sera opéré et qu'on ira vers une résolution de la crise? Mais je pense que le Premier ministre, dimanche dernier, pendant 2h20, l'a bien démontré. Il ne parle jamais de déconfinement, mais de confinement qui se dessert petit à petit. Oui, je pense que la distanciation sociale va se poursuivre. Oui, je pense que le port du masque invariablement va devenir dans certains lieux un étalon. Oui, l'organisation de nos entreprises va devoir se faire de manière différente. Les grands rassemblements vont devoir être pensés de manière différente.
parce qu'on a tellement d'incertitudes aujourd'hui sur la fin déjà de la crise sanitaire que on va plus pouvoir se comporter comme avant. C'est juste impossible. Bon, j'espère quand même que les choses, à un moment donné, vont permettre de prendre un apéro entre copains autrement qu'à travers un apéro numérique, parce que ça commence à user, et pour le moral, c'est pas génial. Et en même temps, on n'est qu'au début d'une crise économique extrêmement sévère. Pour moi, c'est 24 et 48 mois le temps qu'on relève la tête. C'est juste très compliqué, ne serait-ce que pour les collectivités. En 2 mois, j'ai perdu, moi, pratiquement 70 millions de recettes. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que si je fais le compte, l'année prochaine, je vais perdre la moitié des investissements possibles. Donc, on va passer de 900 à 450 millions d'investissements. À l'échelle d'un territoire comme le nôtre, qui a besoin aujourd'hui d'une relance industrielle, d'un soutien à l'agriculture, d'une vraie politique de transport ferré, une politique transfrontalière complètement assumée, c'est énorme. Donc, il va falloir vraiment que là, avec le gouvernement, on ait une stratégie. Le gouvernement seul ne pourra pas relever ou simplement offrir un plan de relance unique en France. Il faut qu'il soit différencié par région, il faut qu'il soit spécialisé, il faut que les régions puissent se faire. 450 millions, très compliqué. Maïna, une dernière question à Jean Rottner. Une dernière question, justement sur l'économie et ce nouveau pacte social qu'Emmanuel Macron a appelé de ses voeux. Vous aviez vous-même déclaré dans une interview au Point, je me dis qu'une redistribution plus juste des richesses, sans verser dans le kolkhoz ni ressusciter Chaban, peut être le déterminant, le marqueur fort d'un nouveau modèle de société. Alors, ça peut paraître un peu étonnant venant d'un homme politique de droite. On a l'impression que c'est plutôt un discours de gauche, mais vous êtes vous-même donc pour une plus grande redistribution des richesses et un peu un changement de modèle. Quelles sont vos propositions en ce sens? Vous savez, Pascal Perrineau, que j'ai appris à découvrir dans une formation, et j'ai toujours gardé beaucoup d'amitié pour lui, a publié un papier dans le Figaro récemment sur la colère des Français, où il démontre parfaitement que après les gilets jaunes, après les grèves liées au projet de retraite, après la sidération première liée à cette crise sanitaire, on sent, avec des chiffres très forts, hein, qui aussi entre 75 et 80%, je crois, pour certains d'entre eux, une colère extrêmement forte montée chez les Français. Je pense qu'il a raison, moi je l'entends, je la vois. J'ai des témoignages qui me sont adressés directement extrêmement forts. J'ai encore eu dimanche matin sur ma messagerie Facebook un message extrêmement touchant de quelqu'un qui a bac plus 4, 44 ans et qui est caissier. Et qui m'explique qu'il a dû vendre sa voiture pour acheter un vélo parce qu'il n'a plus les moyens d'entretenir sa voiture. Et qui m'explique un peu sa vie, mais sans rancœur. En disant justement, en faisant référence à ce message que j'ai distillé dans le Point, oui, on peut être de droite, je pense, et parler de justice sociale. Et oui, on peut être de droite et être en capacité de se dire qu'aujourd'hui, la redistribution des richesses, elle peut se faire autrement. Oui, on peut être de droite et impulser une action de terrain face aux plus fragiles. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça n'appartiendrait qu'aux gens de gauche, d'extrême gauche ou à un discours populiste d'extrême droite? Non, on peut être de droite et avoir une conscience, je crois, aiguë des autres, de son action politique, de la nécessité d'être dans un dialogue social permanent au sein de nos collectivités, de nos entreprises, mais d'organiser aussi, pourquoi pas, une conférence sociale à l'échelle de ce qui est en train de se passer avec les organisations syndicales, les organisations patronales, les partenaires sociaux, et de se poser ensemble la question de savoir comment, j'aime pas on réinvente le jour de demain, le modèle, mais est-ce que, quelque part, se dire qu'un nouveau pacte social à l'échelle d'une région, ça ne peut pas être un atout aussi. Ça ne peut pas être un atout parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, quand ils cherchent à s'installer, ils le font avec une responsabilité sociale environnementale, ils le font avec une responsabilité sociale au sein de leur entreprise.
Et moi, je me mets à penser que dans une région comme la nôtre, à la fois tourmentée par son histoire, parce qu'elle a souffert, qui est à la croisée des chemins de l'Europe. On dit chez nous que l'Europe s'invente dans le Grand Est, qui a cette possibilité de se reposer sur une agriculture extrêmement forte. Donc aujourd'hui, une aspiration forte des Français à avoir peut-être une troisième voie entre le bio et l'agriculture conventionnelle. Il y a une nouvelle voie, là aussi, faite de main-d'œuvre et de main-d'œuvre non délocalisable. Il y a une voie aussi possible à travers l'industrie. Il y a une voie à travers des projets économiques extrêmement forts, non délocalisables, parce qu'au cœur de l'Europe, parce qu'avec des valeurs différentes, parce que correspondant à une transition durable renouvelée. Je pense que ce sont des aspects qui sont extrêmement intéressants. Et c'est pour ça que je vois, et votre question montre que j'ai eu raison de le faire, en lançant un petit peu ces ballons sondes, eh bien, ils me reviennent avec cette question, mais ouais, est-ce que la droite a le droit de parler comme ça? Moi, je revendique le droit de parler comme ça. Je revendique effectivement le fait que la droite doit profondément se renouveler et qu'il y a nécessité pour notre pays d'avancer aujourd'hui et de ne pas rester sclérosé sur des concepts économiques et de justice sociale qui sont pour moi des concepts dépassés. Oui, il y aura toujours les patrons, oui, il y aura toujours les salariés, oui, il y aura toujours les syndicats. Mais je prie, j'appelle de mes voeux que ces trois partenaires puissent à un moment donné évoluer et apporter en tout cas un équilibre territorial différent. Très bien. Vos vœux seront transmis à l'ensemble de la communauté des Sciences Po, à commencer par notre président Pascal Perrineau. Jean Rottner, président de la région Grand Est, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du magazine Émile et que nos meilleurs vœux de bon courage et de bonne santé vous accompagnent au quotidien dans vos actions au service de nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et très bonne journée à vous. Merci bien. À très vite. Au revoir. Au revoir.